Bonjour et merci à tous pour votre présence ce matin. Un merci particulier au professeur Gérard Friedlander, qui est le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Paris. Un merci au jury du trophée de recherche dont nous célébrons le résultat aujourd'hui. Un merci à la direction de la recherche ELSAN et à tous les médecins ELSAN finalement engagés dans de la recherche clinique. Alors, le groupe ELSAN ne cesse d'innover et finalement cette cérémonie 2.0 du trophée de recherche est, je crois, assez à l'image du groupe, adaptable aux situations et plutôt moderne. L'Université de Paris, pour nous, a toujours représenté une référence internationale en matière d'enseignement et de recherche médicale. Et je dois dire que nous sommes très honorés par ce partenariat qui permet finalement à ELSAN de s'appuyer sur ce qui se fait de mieux, sur le meilleur de la recherche mondiale pour se développer. Au niveau du groupe, la raison d'être d'ELSAN est d'offrir à chacun et partout, en particulier partout sur le territoire français, des soins de qualité, innovants et humains. Et avec la direction médicale du groupe, avec Myriam Combe, Shanas Clouche, nous partageons la conviction profonde que la recherche médicale, la recherche scientifique sont absolument essentielles pour développer la qualité des soins et l'excellence médicale. À titre individuel, pour un chercheur, quel que soit d'ailleurs le domaine, médical ou autre, on sait bien que cette activité de recherche est une opportunité rare de prise de recul sur sa pratique, de réflexion méthodique sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, d'investigation de l'état de l'art. Et puis la recherche, c'est aussi un exercice collectif qui permet des coopérations fructueuses, comme celle dont on parle aujourd'hui avec l'Université de Paris, des coopérations fructueuses qui souvent d'ailleurs se prolongent au-delà des sujets. Alors, je dois dire que les projets qui ont été présentés au jury cette année sont absolument remarquables. La sélection a été très difficile. Et finalement, on a eu un très bon problème à traiter ensemble, ce qui est une bonne nouvelle. Et donc, du coup, je tiens encore plus à féliciter chaleureusement les 3 premiers lauréats de ce premier trophée pour leur travail exceptionnel. Et puis, je veux dire que pour nous, finalement, c'est un encouragement à recommencer dès l'année prochaine. Et j'espère que Gérard sera d'accord. Et du coup, d'ailleurs, je lui passe très amicalement le relais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry, merci à tous et bonjour à toutes et à tous pour ce premier trophée ELSAN Université de Paris. Quelques mots sur l'Université de Paris, parce qu'au fond, vous n'êtes pas habitué à cette université. C'est normal que vous n'y soyez pas habitué, car cette université vient de naître. Elle est toute jeune. Et elle est née de la fusion de 2 universités que vous connaissez bien dans le paysage francilien, l'université Paris-Descartes, d'une part, sur la rive gauche de la Seine, et l'université Paris-Diderot, qui est à la fois sur la rive gauche et au nord de Paris. 2 universités munies chacune d'une, ce qu'on appelle barbairement, une unité de formation et de recherche de médecine, une fac de médecine, quoi. Et donc 2 facs de médecine qui s'unissent et qui ont décidé de fusionner, ça fait une énorme faculté de médecine de l'Université de Paris, qui sera de loin la plus grosse faculté de médecine de France. Faculté de médecine, qu'est-ce que c'est? C'est au fond un endroit où on fait les 2 missions de l'université, la formation et la recherche. Il nous appartient de former les futurs professionnels de santé, non seulement de médecins, mais également de professions paramédicales.
Ça, c'est la première chose. Et puis, cet environnement-là comprend d'autres professions de santé, une faculté de pharmacie, une faculté d'odontologie, toutes ces facultés ayant trait à la santé réunies dans une très grosse faculté de santé qui est une force remarquable. Alors, la formation, bien sûr, la recherche, évidemment, recherche expérimentale en laboratoire, recherche clinique au lit du malade, et il nous est apparu tout à fait naturel de participer au jury et à ce trophée avec le groupe Elsan, qui est un groupe de centres de santé et de soins extrêmement performants, et ce qui nous a plu, c'est la qualité. Je suis tout à fait convaincu que la bonne santé d'une université en France est liée en partie à sa capacité à ouvrir ses fenêtres, à ne pas rester cantonné dans ses partenariats traditionnels. Bien sûr, il y a un lien traditionnel entre les facultés de médecine et les centres hospitalo-universitaires. Mais ces centres hospitalo-universitaires en France, on voit bien, ne représentent plus qu'une partie de l'offre de soins. Une partie importante, mais une partie qui ne représente pas la diversité, le dynamisme du tissu sanitaire en France. Santé dans des groupes tels qu'Elsan, santé dans des centres anticancéreux, pour ne pas parler, parce que ce n'est pas le propos ici, de tout l'aspect médico-social qui est extraordinairement important et terriblement d'actualité. On a parlé plus des EHPAD au cours des 2 derniers mois qu'on en avait parlé au cours des 5 dernières années. Donc, un partenariat qui pour nous est tout à fait naturel, un partenariat dont il n'est pas question de faire un exemplaire unique aujourd'hui. C'est un partenariat qui doit, et nous souhaitons qu'il s'inscrive dans la durée, et que ce prix, les trophées Elsan, soient un rendez-vous annuel pour célébrer une recherche clinique de qualité. Alors, nous avons des partenariats à l'Université de Paris avec des partenaires privés. Grâce à eux, nous avons des manifestations de bienfaisance. Grâce à eux, nous avons monté une chaire d'intelligence artificielle en santé. Et là, ce partenariat va nous permettre de promouvoir dans des bonnes conditions une recherche clinique qui n'est jamais assez intense en France. Comme l'a dit Thierry Chiche, nous avons été impressionnés par la qualité des projets, par le nombre et par la qualité des projets. Donc, pas de complexe, pas de gêne. Les acteurs de la santé dans un groupe comme Elsan sont capables de produire des magnifiques projets et nous avons eu du mal à les départager parce que ces projets étaient tout à fait intéressants, méthodologiquement extrêmement bien faits, et ça c'est un point important. Et puis vous avez suivi les polémiques autour de la recherche à nouveau au cours des derniers mois et qui illustrent très bien que ces aspects méthodologiques, même s'ils sont un peu rébarbatifs, sont extrêmement importants parce que sans ça, on n'arrive rien à dire d'intelligent et de crédible d'une recherche que l'on fait et qui nécessite de l'énergie, du temps et de l'argent. Donc, je suis ravi d'être là, je ne suis pas seul, et de l'Université de Paris, mon ami et collègue Jacques Blacher et Madame Gentry, sage-femme, se sont joints pour faire partie de ce jury, qui a été animé de main de maître par le docteur Chanaz Clouche, et c'est à elle que je cède maintenant la parole pour vous en raconter un peu plus sur le jury et les lauréats. Merci beaucoup, professeur Friedlander. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette cérémonie de remise des prix du premier trophée Elsan Université de Paris. Cette cérémonie se déroule dans des conditions particulières de par la situation sanitaire que nous vivons tous. Et la réunion du jury, c'est également
déroulée en virtuel. Je remercie chaque membre du jury qui ont répondu positivement lorsque nous leur avons proposé de maintenir cette réunion en virtuel. Je remercie également notre directrice de la communication, Pénélope de Fouquier, et Fanny Gir, qui est dans les coulisses aujourd'hui, de nous avoir trouvé cette solution de visioconférence pour que nous puissions donc maintenir cette cérémonie, et j'espère que cette solution vous plaît. La recherche clinique constitue un axe d'engagement fort du groupe. D'abord parce que les praticiens qui exercent au sein des établissements, nos établissements, souhaitent maintenir une activité de recherche. Ensuite, en tant que groupe d'hospitalisation privée aussi important, qui reçoit autant de patients annuellement, plus de 2 millions, nous devons de contribuer à l'amélioration des connaissances en matière de prise en charge des patients. L'objectif de ce trophée est de mettre en lumière, au travers d'un partenariat académique, comme l'a précisé le professeur Friedlander, les activités de recherche des praticiens exerçant au sein des établissements Elsen. Ces praticiens, libéraux pour la plupart, consacrent du temps à la recherche clinique, comme le montrent tous les indicateurs. Plus de 10% de praticiens exercent une activité de recherche régulière, plus de 430 ont publié ces 2 dernières années, plus de 340 essais cliniques à promotion institutionnelle, industrielle ou à promotion interne se déroulent actuellement dans nos établissements. Et puis depuis 2016, nous avons reçu 150 projets soumis donc à la campagne d'appel à projets, et environ la moitié d'entre eux sont accompagnés par le groupe. Donc nous organisons chaque année 2 campagnes d'appel à projets, toujours dans l'idée de soutenir et d'accompagner les praticiens dans leurs activités de recherche, et ce, de l'idée jusqu'à la publication. Nous appartenons tous à cette grande communauté scientifique internationale qui œuvre pour la médecine fondée sur les preuves et dans le respect de l'éthique et de la protection des personnes se prêtant à la recherche. Le trophée a été lancé en décembre 2019, en même temps que notre seconde campagne d'appel à projet de 2019, par la direction de la recherche, le professeur Friedlander de l'Université de Paris et notre directrice de la stratégie médicale, le docteur Myriam Combe. Les porteurs de projets, d'ailleurs, avaient la possibilité de concourir aussi bien donc à un financement de la campagne d'appel à projet qu'au trophée ELSA Université de Paris. Les praticiens ont alors contacté notre direction de recherche pour obtenir les conseils et un accompagnement personnalisé. Notre direction a apporté un soutien méthodologique et des conseils à chacun d'entre eux afin d'augmenter leurs chances de voir leur projet retenu lors de la campagne et du trophée. Je remercie d'ailleurs vivement mon équipe, Johanna Mimouni, Yassir Souiri et Badr Souiri, pour leur forte mobilisation pendant cette période. Avant la soumission, nous nous sommes attachés d'abord à valider avec les futurs investigateurs l'originalité de leur étude par une recherche bibliographique approfondie. Ensuite, nous avons travaillé avec eux sur le cadrage méthodologique en choisissant avec eux à chaque fois le design qui permettait d'obtenir le niveau de preuve le plus élevé, comme le précisait le professeur Friedlander. L'objectif, c'est d'améliorer in fine le service médical rendu aux futurs patients, d'où l'importance de ce cadrage méthodologique. Nous avons également travaillé sur le versant réglementaire et la méthodologie statistique adaptée. Pour ce trophée, nous avons reçu 38 projets de recherche dans des domaines très différents de la santé. Nous ne pouvons malheureusement pas citer l'ensemble des projets et des porteurs de projets, mais je pense à ces études randomisées comparées qui nous ont été proposées par les centres du sommeil ou encore par les équipes de chirurgiens viscéraux, orthopédiques, en chirurgie de l'obésité, en néphrologie, en chirurgie dentaire, en rééducation fonctionnelle, en sophrologie aussi. Je pense aussi aux cohortes auxquelles participent les établissements du groupe, en cardiologie, en orthopédie, en cancérologie. Certains de ces travaux bénéficient d'ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de la campagne d'appel à projet, comme vous pouvez le voir sur notre page web Recherche clinique sur le site d'Elsen. Je tiens à remercier chacun des praticiens qui nous ont fait confiance, nous ont confié leurs idées, leurs projets. Je les remercie pour leur dynamisme et leur implication forte dans la recherche clinique au sein d'Elsen. Je passe donc la parole au professeur Blacher de l'Université de Paris et qui est le porte-parole
du jury Elsan, Université de Paris. Merci beaucoup, Madame Clouche. Merci pour cette introduction. Alors, effectivement, lorsque mon doyen Gérard Friedlander m'a proposé de participer à ce jury, vous savez, j'étais un peu dubitatif, pour vous dire la vérité. Lorsque on est dans une structure hospitalo-universitaire, comme l'assistance publique, lorsqu'on est dans l'université Paris-Descartes, maintenant Université de Paris, eh bien, on a un petit peu l'impression d'être au centre du monde et que ailleurs, il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas pas grand-chose de qualitatif. Et donc, j'ai bien entendu accepté la proposition de mon doyen. Vous savez, lorsque votre doyen vous demande quelque chose, globalement, c'est un peu comme quand votre épouse vous demande quelque chose, vous dites oui et puis vous réfléchissez après. Et donc, je me suis dit que j'allais participer à ce jury, qu'il y aurait quelques projets à expertiser, mais que, ben voilà, je m'attendais à ce que les protocoles de recherche aient un niveau d'expertise, on va dire, modeste. Alors, ce n'était absolument pas le cas. Ce n'était absolument pas le cas on s'est retrouvés, tous les membres du jury, avec, d'abord, mauvaise nouvelle, 38 projets à expertiser. Ça demande du temps et deuxième mauvaise nouvelle, 38 bons projets à expertiser. Et c'est un point important parce que finalement, lorsque vous devez juger d'un mauvais projet, le travail est simple, rapide. Mais lorsque vous devez juger de bons projets et lorsque vous devez donner un avis comparé des différents projets, eh bien là, je pense que c'est un vrai travail, un travail complexe, un travail long, un travail difficile. Et je peux vous dire que les membres du jury ont tous fait le job. Alors, on a eu une réunion virtuelle du jury, comme on a une réunion virtuelle aujourd'hui. Et c'est vrai que lors de cette réunion, ben voilà, on aurait pu imaginer que chacun vienne avec ses trois potentiels lauréats, qu'on puisse noter les différents projets. Moi, je classe celui-ci en premier, je classe celui-ci en deuxième, je classe celui-ci en troisième. Éventuellement, il y a des ex-aequo, puis ensuite on fait la somme de tout cela, et puis on arrive à un projet qui se dégage, un deuxième et un troisième. Eh bien, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, et nous avions les uns et les autres euh, des idées qui étaient différentes. Et je crois qu'aucun membre du jury n'a eu le même classement qu'un autre membre du jury. Alors, pour venir un petit peu sur les coulisses de ce trophée et sur les éléments d'évaluation des différents projets qui étaient proposés, il faut vous dire différentes choses. La première chose, comme l'a dit Gérard Friedlander, c'est que effectivement, eh bien, la méthode est un point important. Alors, ça fait 3 mois que tout le monde en France parle de la méthodologie de la recherche, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une méthode pertinente, exigeante, adaptée à la question posée. Donc, bien entendu, dans nos différents critères d'évaluation, l'aspect de méthodologie était un point majeur. Est-ce que la question posée était une question importante? Est-ce que c'était une réelle question? Est-ce que, effectivement, on n'avait pas aujourd'hui dans la littérature médicale de réponse à cette question? Est-ce que le design de l'étude qui était proposée allait réellement permettre de répondre à la question posée par l'investigateur? Est-ce qu'il allait être possible de trouver les patients à inclure dans l'essai? Est-ce que ces patients existaient? Est-ce qu'ils allaient être en nombre suffisant? Est-ce que ces patients pourraient être évalués de façon pertinente? Et puis après, il y a bien entendu l'expérience des investigateurs.
Est-ce que l'investigateur a un passé de recherche clinique? Est-ce qu'il a même déjà publié des études de recherche qu'il a réalisées lui-même en collaboration avec d'autres? Et c'est vrai que c'est un point important pour la faisabilité. Est-ce que réellement, eh bien, on va investir dans un domaine qui va rapporter? Est-ce qu'on est sûr que finalement ce projet va se traduire par une recherche qui va aboutir? C'est un point important. Les financements sont contraints, l'enveloppe est fermée, et on ne peut pas se permettre de financer des recherches qui ne vont pas aboutir. Alors, on a discuté entre nous. On n'était bien entendu pas tous d'accord, et donc il a fallu que chacun puisse avancer ses différents arguments pour mettre en lumière les points forts, mais aussi les points faibles des études qui étaient retenues. Et puis, on a eu un autre prisme d'évaluation, et je crois que c'est vraiment important de le mettre en avant, ce prisme d'évaluation. Et je rebondis sur les paroles introductives de Thierry Chiche, qui nous disait que l'objectif, c'était d'améliorer la qualité des soins. Et je crois que ça a été réellement un fil rouge de notre réflexion. Bien entendu, la recherche en médecine, c'est pour faire avancer les connaissances. Mais là, on est vraiment dans la recherche clinique. Et on essaye de faire en sorte que cette avancée des connaissances puisse profiter très directement tout de suite aux patients qui vont être pris en charge, notamment dans le groupe ELSAN, mais ailleurs aussi, et que finalement, la recherche qui va être financée par ce trophée puisse améliorer la prise en charge des patients. Alors, globalement, comme l'a dit Gérard Friedlander, le choix a été difficile. Le choix a été difficile, non pas parce qu'on a eu du mal à trouver 3 bons projets, je l'ai déjà dit, mais parce qu'on a eu du mal à ne trouver que 3 bons projets. Et clairement, il y avait beaucoup plus que 3 projets qui auraient mérité un financement parmi les 38 que l'on a évalués. Mais vous savez, à un moment donné, il faut bien choisir, et nous avons choisi. Et je voudrais maintenant passer aux lauréats. Alors, le premier lauréat qui va aujourd'hui présenter son projet, qui correspond donc au 3e prix ELSAN, au 3e trophée ELSAN, eh bien c'est le docteur Pierre-Thierry Piéchaud, qui est chirurgien et urologue, et qui a proposé un projet sur la chirurgie du cancer de la prostate avec une évaluation comparée d'une chirurgie classique, une chirurgie manuelle, à une chirurgie robotique. Vous savez, de plus en plus, dans le monde chirurgical, eh bien, la robotique s'insinue. Et la question qu'on se pose tous, c'est bien entendu, est-ce qu'il vaut mieux se faire opérer par un chirurgien ou par un robot? Bien entendu, le robot n'opère pas seul, il y a un chirurgien et des techniciens, des ingénieurs qui sont derrière le robot. N'ayez pas peur. Mais c'est vrai que la valeur ajoutée du robot pose question, notamment en matière de cancer de la prostate. Et donc, le projet du docteur Piéchaud est un projet terriblement ambitieux parce que il se propose d'inclure 2000 malades et il se propose réellement de se donner les moyens de répondre à la question de savoir si le robot a une valeur ajoutée en matière de chirurgie de la prostate. Monsieur Piéchaud, est-ce que vous voulez bien nous présenter votre projet, s'il vous plaît? Très bien, merci professeur Blachard, mais vous avez tout dit sur mon projet déjà, donc ça va être difficile pour moi d'en rajouter. Mais je voudrais quand même commencer ma petite allocution en remerciant bien sûr nos présidents de jury, mais surtout en remerciant cette organisation du trophée pour le plaisir qu'elle nous a donné à nous, médecins ou chirurgiens libéraux, de pouvoir participer à une compétition scientifique de présentation d'un projet de recherche, alors que vous le savez, et ça a été dit malheureusement, ça n'est pas l'habitude dans le secteur d'hospitalisation privée, malheureusement, et surtout pour l'honneur d'avoir été retenu dans les 3 projets nommés, alors que, on le sait, et ça a été redit, il y avait
près d'une quarantaine de très bons projets, donc vraiment un grand plaisir et un grand honneur. Par ailleurs, quand on s'intéresse un peu à la pratique de la recherche clinique en secteur libéral, on ne peut qu'être encore plus honoré quand on voit le niveau du jury qui nous a jugés, dans la mesure où on retrouve là toute l'organisation médicale du groupe Elsan. Je parle de la direction médicale et de la direction de la recherche clinique qui est structurée dans le groupe, ce groupe étant maintenant une très grosse puissance médico-chirurgicale. Et associé à notre direction médicale de ce niveau, on retrouve l'Université de Paris, et ça a été dit, je ne redis pas. Et donc, avoir un jury qui permette d'évaluer des projets provenant d'une pratique libérale médicale chirurgicale et faisant intervenir un niveau d'université tel que l'Université de Paris le représente, c'est vraiment donner un gage de rigueur et de niveau scientifique à ce travail qui est hyper motivant pour nous. Et je pense que cette force fera que ce projet attirera de plus en plus de propositions de travaux de recherche, à mon avis, si le projet est pérenne pour les années à venir. Donc, merci encore pour ce plaisir et l'honneur d'avoir été retenu. Alors, le professeur Blacher, vous avez dit beaucoup de choses déjà sur notre projet. Comme vous le savez, la prostatectomie radicale reste un des traitements de référence à visée curative du cancer de prostate, que c'est quand même un cancer qui est encore très diagnostiqué en France et dont la chirurgie représente quand même une part d'activité importante. On peut considérer que 20 000 prostatectomies sont faites chaque année. Et ce projet, il est à la fois donc d'actualité puisqu'on a besoin d'évaluer une pratique qui a sa place intégrante dans les armes thérapeutiques du cancer de prostate. Et il est à la fois atypique parce qu'il a pu éventuellement choquer dans sa méthodologie. Il va être prospectif, il ne sera pas randomisé et il va avoir l'ambition d'évaluer tout ce qui peut se faire en termes de prostatectomie radicale par chacune des voies d'abord, qu'elle soit chirurgicale ouverte, il y a beaucoup d'excellents chirurgiens qui pratiquent encore cette chirurgie en chirurgie ouverte, par voie célioscopique qui a pu être oubliée, qui est le début de l'évolution mini-invasive de la prostatectomie radicale et qui est faite par des chirurgiens qui sont d'excellents techniciens de célioscopie mais qui n'ont pas pour tous accès à la robotique, et bien sûr à la robotique, puisque vous savez qu'on a à peu près 150 systèmes robotiques en France et que au moins un gros tiers sont situés dans l'établissement de soins privés. Donc c'est vous l'avez dit, une étude qui est très ambitieuse. Il va falloir maintenant assumer cette nomination et ce financement qu'on nous propose. Le travail est ambitieux. Il va finalement permettre d'évaluer la pratique de cette chirurgie par un groupe de chirurgiens référents travaillant pour le groupe Elsan, chacun d'entre eux ayant une énorme expertise et une très bonne qualité de la chirurgie par la voie qu'ils auront choisie. Alors cette étude, elle va porter sur une étude observationnelle classique, prospective, on répète, classique sur les caractéristiques de la chirurgie. Alors là, on parle des caractéristiques immédiates, c'est-à-dire la durée de l'intervention, la casuistique des incidents, accidents et inconvénients, la durée de séjour, donc tout ce qui est les caractéristiques immédiates de la chirurgie pour chacune des voies d'abord. Ensuite, évidemment, on va s'intéresser à l'évaluation des résultats fonctionnels, ce qui est une partie majeure des résultats de la prostatectomie radicale quand on parle de la continence et de l'érection. Donc là, on est sur du moyen terme, entre 3 mois et 1 an, pour voir apparaître la récupération ou la non-récupération de ces deux fonctions. Et puis, bien sûr, c'est une chirurgie oncologique, donc il va falloir suivre la cohorte pour un délai de 5 ans, pour voir si, au terme des 5 ans qui sont requis pour l'évaluation de la chirurgie à visée curative du cancer de prostate, on voit apparaître des différences significatives entre l'une ou l'autre de chacune de ces voies d'abord. Donc c'est un travail long, on lance une cohorte et on suivra cette cohorte sur un long terme. Alors il est certain qu'à l'heure où la prostatectomie radicale reste encore, je le disais, au centre des options de traitement du cancer de prostate, et comme le professeur Blacher a dit, à l'heure où quand même beaucoup d'établissements de soins sont progressivement équipés de systèmes robotiques, je précise quand même qu'on n'est pas encore dans la robotique opératoire, nous sommes dans l'assistance robotisée, c'est-à-dire que le chirurgien conduit complètement le robot tout seul. À cette période, il va falloir essayer de répondre à des questions pour lesquelles on n'a pas eu encore de réponse certaine, puisque jamais dans le monde il a été possible d'organiser une étude d'un poids scientifique suffisant qui soit prospective, randomisée, monocentrique,
entre l'une ou les trois techniques pour voir laquelle était la meilleure. Donc je pense sincèrement, et je remercie le jury pour cette nomination, je pense sincèrement que ce travail peut permettre de répondre à des questions qui sont très importantes et après se trouvera poser la question, est-il justifié d'avoir un coût économique induit par l'équipement robotique pour l'imposer pour cette technique, c'est-à-dire est-il apparu que l'apport de la robotique avait une valeur ajoutée par rapport aux autres techniques et donc c'est toute l'ambition de ce travail. Enfin, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais revenir sur la recherche clinique en pratique libérale et l'impulsion que donne Elsan en essayant de faire rentrer dans la pratique de chacune des équipes médicales et chirurgicales ce travail de recherche scientifique parce qu'elle nous sera imposée par les tutelles, elle sera imposée pour les étapes de certification médicale parce que finalement, comme les certifications à venir vont évaluer la pratique médicale, on ne pourra pas se faire évaluer sans avoir d'analyse clinique de nos pratiques. Et finalement, ça a été dit par Thierry Chiche et par mes prédécesseurs, finalement, on ne peut espérer une amélioration de la pratique chirurgicale que si on s'évalue. Et donc, ce trophée, il rentre dans une nouvelle démarche que l'on n'avait pas beaucoup dans l'établissement de soins privés. Et je pense que ça va valoriser, ça va upgrader la pratique de toutes ces équipes médicales et chirurgicales qui travaillent bien, mais qui ne le font pas savoir. Donc, on peut n'être qu'excité et vraiment très motivé pour commencer le travail. Et puis, on espère qu'on présentera d'autres projets qui pourront être retenus par la suite. Je vous remercie à tous, en tout cas, de m'avoir écouté. Et je vous remercie pour cette très belle nomination qui me fait un immense plaisir. Merci beaucoup, docteur Péchaud, et puis vraiment félicitations pour ce beau projet. Et maintenant, on vous attend de pied ferme pour la mise en œuvre, bien entendu, et pour les résultats. Alors, pour le deuxième lauréat, on va finalement continuer à donner un trophée à un médecin du cancer. Un médecin du cancer qui est un radiothérapeute, mais qui a proposé un projet qui n'a rien à voir avec le cancer, rien à voir avec la radiothérapie. Alors je vais vite clore ce stress. Qui est notre deuxième lauréat? Eh bien, c'est le docteur Fabrice Denis qui nous propose un projet qui est un projet terriblement moderne. Terriblement moderne parce que on parle d'un sujet qui est un sujet à la mode, hein, le burn-out chez le personnel soignant. Et on sait que les 2-3 derniers mois nous ont mis à rude épreuve, nous, membres du personnel soignant, dans le cadre de cette pandémie. Et il va nous présenter son projet, qui est un projet qui s'intéresse à l'utilisation d'une application sur le téléphone portable pour justement dépister, mais peut-être aussi prévenir le burn-out chez les soignants. Juste avant de lui donner la parole, je voudrais peut-être insister sur un point. Je ne pense pas qu'il va en parler puisque c'est un homme modeste, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que Fabrice Denis est un homme extrêmement expérimenté en matière de recherche clinique, avec des résultats très étonnants qui forcent l'admiration et un niveau de publication qui est un niveau, on va dire, hospitalo-universitaire, si mon doyen me permet ce type de comparaison. Docteur Denis, c'est à vous. Présentez-nous votre projet, s'il vous plaît. Merci professeur Blacher et merci à tous représentants de l'Université de Paris et de Elsan pour m'avoir choisi dans cette dans ce grand prix et premier prix des trophées de recherche clinique. Effectivement, ça fait plusieurs années que je fais de la recherche clinique avec une emphase particulière sur la e-santé et la télémédecine, ce qui fait que même en tant que cancérologue, cette approche de la e-santé permet d'avoir contact avec d'autres domaines de la médecine et mettre en lien finalement la technologie avec d'autres spécialités pour améliorer la prise en charge des patients et, dans le cas de l'étude présente, essayer aussi d'améliorer la qualité de vie au travail des soignants. Évidemment, sans qualité de vie au travail, la qualité des soins sera elle aussi altérée. Alors,
ce projet, en fait, est finalement dans mes travaux, le troisième en e-santé qui fera l'objet d'une étude clinique poussée. Le premier était un projet de détection de rechute de cancer par une application qui s'appelle MoveCare et qui fera l'objet, enfin, qui fait l'objet d'un remboursement. Un deuxième projet qui est en cours de publication était un projet d'auto-évaluation par les fumeurs d'éventuelles pathologies induites par le tabac. Et ce projet, l'application s'appelait SmokeCheck et a montré lui aussi qu'avec une simple application, on pouvait multiplier par un peu plus de 2 le taux de détection de cancer précoce du poumon. Et finalement, la période Covid a été, on va dire, riche en enseignements. D'abord parce que on a créé rapidement avec un groupe d'experts, notamment de la PHP et de l'Institut Pasteur, une application pour essayer d'orienter les patients symptomatiques avec un site qu'on appelle de triage pour éviter la saturation du 15 au moment du pic épidémique. Et ce site fait actuellement 9 millions de connexions et d'utilisateurs et est utilisé par le ministère de la Santé d'ailleurs pour remonter les données. Et en parallèle, les soignants aussi ont été confrontés à une grave vague de surcharge de travail et de contraintes physiques et psychologiques. Et on avait commencé à réfléchir à un projet d'auto-évaluation par les soignants de leur surmenage physique ou psychologique, ou ce qu'on appelle maintenant le burn-out, qui devient maintenant d'ailleurs une maladie psychologique à part entière. Donc ce projet repose sur une application d'auto-évaluation qui va être évalué un peu comme un médicament, hein, ce qu'on a toujours fait avec les applications en e-santé, c'est-à-dire une phase 1, une phase 2, une phase 3. Et les phases 1 et 2 concerneront donc plusieurs cohortes de soignants dans plusieurs établissements. D'abord, une première cohorte de 40 patients qui va évaluer la satisfaction des patients et l'usage. C'est important de savoir si les applications sont ergonomiques et utilisées. Et si on passe ce premier cap, à la fois technologique, d'ergonomie et de critères de jugement, on va dire, basés sur l'usage, eh bien, on pourra passer à une phase 2 de plus grande ampleur qui permettra de valider des algorithmes d'orientation des soignants vers une prise en charge adéquate. L'usage de cette application est basé sur des questions simples, entre 5 et 15 selon les différentes étapes que l'on passe, pour détecter du pré-burnout, c'est-à-dire des premiers symptômes qui précèdent de 6 à 12 mois un burnout, c'est-à-dire l'explosion, on va dire, psychologique qui mène à des arrêts de travail de plusieurs mois, voire définitifs, et aller jusqu'à la détection de syndrome anxio-dépressif. Donc 40 patients patients utilisateurs dans la première séquence, dans la phase 1. Ensuite, un peu plus de 200. Et puis ensuite, en fonction, se posera la question d'aller vers un essai randomisé ou pas, en sachant qu'un essai randomisé a déjà été réalisé sans application aux États-Unis, mais avec des questionnaires papier et montrer un bénéfice très net de cette détection du pré-burnout et du burnout, avec notamment une amélioration de la qualité de vie au travail supérieure à 30%. Donc, il n'est pas évident qu'il y ait besoin d'aller vers un essai randomisé complet puisque les phases préliminaires étaient déjà positives. Donc voilà, en tout cas, l'enjeu, c'est de faire cette aide au diagnostic et d'orienter les utilisateurs avec des problèmes débutants vers des plateformes de soutien, de coaching, voire de télésurveillance pour éviter la décompensation. Et donc, je remercie Elsan de m'avoir attribué ce magnifique diplôme pour ce prix. Je trouve que c'est quelque chose de très motivant de montrer le savoir-faire et de le faire savoir. C'est quelque chose qui est dans la dynamique d'Elsan depuis très longtemps et qui motive énormément nos équipes, notamment dans l'ISO. Merci beaucoup, Dr Denis, pour cette présentation. Merci et vraiment félicitations pour ce très beau projet. On attend avec impatience les avancées de votre recherche, les résultats, et puis j'espère bien que votre recherche va avoir réellement une valeur ajoutée sur cette situation de burn-out des soignants. Alors, il est temps maintenant d'arriver à notre premier lauréat de ce trophée Elsan. Et ce premier lauréat de notre trophée Elsan, eh bien, comme je vous l'ai dit au début, on n'était pas tous d'accord initialement, on n'a pas tous voté en sa faveur dès le début. Et il a fallu discuter les uns avec les autres
il a fallu réellement essayer de peser les éléments positifs, de peser les éléments négatifs, pour que derrière, on se mette à la fin tous d'accord sur ce projet. Alors, ce projet de recherche concerne une maladie qui est une maladie, je dirais, négligée, presque oubliée. Et pourtant, c'est une maladie extrêmement fréquente. Donc on est dans un projet chirurgical, vous savez, en chirurgie, eh bien, il y a la chirurgie noble. Moi, lorsque j'étais étudiant en médecine, on m'a appris que la neurochirurgie, que la chirurgie cardiaque, c'était de la chirurgie noble. Et puis, il y a de la chirurgie qui n'a pas cette noblesse, qui n'a pas cette arrière-pensée de chirurgie noble. Et c'est ce type de chirurgie qu'on a voulu récompenser. Et donc, je vous le dis, j'arrête le suspense. Notre premier lauréat est le docteur Elias Sawaya, qui nous a proposé un projet sur la chirurgie de la maladie de Dupuytren. Alors, la maladie de Dupuytren, c'est une maladie terrible. Terrible parce qu'elle est extrêmement fréquente. Elle touche probablement 10% de la population en France. Vous allez me dire ça, docteur Sawaya. Mais c'est une maladie pour laquelle la sanction chirurgicale, puisque c'est une maladie qui se fait opérer, la sanction chirurgicale donne aujourd'hui des résultats, on va dire, relativement médiocres. Et ce projet se propose de réellement améliorer la prise en charge des patients. Est-ce que vous voulez bien nous raconter cette histoire, docteur Sawaya? Docteur Blacher, merci de me donner la parole. Quand je vois la qualité et la portée des projets des docteurs Piéchot et Denis, c'est pour moi une belle surprise et avant tout un honneur d'avoir été retenu pour ce trophée. Comme vous l'avez dit, je ne sauve pas vraiment des vies, donc c'est un travail un peu annexe. Et je remercie l'Université de Paris, Monsieur le doyen Friedlander, le groupe Elsan, Monsieur Thierry Chiche et bien évidemment le jury pour leur initiative et leur confiance. Je suis chirurgien de la main au sein de l'équipe du POSU à l'hôpital privé Saint-Martin à Pessac, une bourgade du Bordelais surtout connue pour ses vignobles, moins pour sa chirurgie et encore moins pour ses publications. Allons droit au but, comment on en arrive à vouloir mettre de la graisse dans une main? C'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui auprès de vous. Et avant de se lancer dans un discours potentiellement barbant, on m'a conseillé un jour de donner le coup d'envoi avec une question adressée à l'auditoire. Voici aujourd'hui. Quel peut être le lien entre un viking et une cellule souche? La maladie de Dupuytren était formellement décrite au début du 19e par le baron éponyme, également illustre pour avoir soigné les hémorroïdes de Napoléon Bonaparte, mais ça encore c'est une autre histoire. Cette maladie atteint une structure fibreuse naturellement présente dans la peau de la main. À ce niveau-là, pas possible de passer des diapos aujourd'hui. Cette aponévrose chez les patients atteints va s'épaissir, se rétracter, envahir le derme, un peu comme les racines des mûriers dans les parkings qui vont gondoler et soulever le macadam. À l'extrême, on se retrouve avec des mains un peu en cette position, avec une extension complète impossible. Comme vous avez dit, c'est une maladie extrêmement fréquente. Aujourd'hui, je ne dirais pas dans la salle, mais plutôt dans l'auditoire, vous êtes entre 10 à 20% soit en développer, soit en avoir dans la famille. Et cette fréquence suit un gradient depuis le sud de l'Europe jusqu'en Scandinavie, son berceau. Car d'évidence, il s'agit d'une maladie léguée par les Vikings, dont l'héritage génétique s'est dilué un peu partout en Europe et dans le monde. Le traitement de référence, comme vous l'avez dit, Dr Blacher, est assez agressif et on le retarde au dernier moment. Il s'agit du curetage chirurgical. Je passerai sur d'autres méthodes plus légères, mais qui n'ont pas justement montré leur preuve en termes d'efficacité dans cette maladie et à long terme. Cependant, les récidives restent fréquentes, car cette maladie est un peu comme le lierre, qui, même déraciné, trouve le moyen de repousser. De plus, les cicatrices post-opératoires sont très fibreuses, car la maladie aura amenuisé toute la graisse sous-cutanée. En tant que chirurgien de la main, je suis naturellement régulièrement confronté à cette pathologie et ses écueils. Je suis également de l'obédience des chirurgiens plasticiens qui, depuis l'aube des années 70, aspirent de la graisse dans les patients et pour des raisons évidentes,
et qui sont mis également à la réinjecter pour des raisons guère plus subtiles. Ces mêmes plasticiens ont pu alors faire le constat empirique suivant. La peau des visages injectés de graisse, initialement pour combler rides et creux, présentait un teint, une souplesse, une hydratation bien supérieure aux zones non traitées. Il aura fallu attendre les années 90 et l'aide de biologistes cellulaires pour identifier une présence importante au sein de la graisse humaine de cellules souches multipotentes, aux propriétés régénératrices maintenant de plus en plus connues et sollicitées dans beaucoup de domaines médicaux. Et la boucle est bouclée, comme on dit, s'agissant des plasticiens et de leur interrogation, mais également des vikings et de ma petite énigme d'introduction. Car des essais in vitro montrent que ces cellules souches inhibent l'activité de myofibroblastes, eux-mêmes d'autres cellules qui sont incriminées dans la formation de la fibrose de Dupuytren. Encouragé par d'autres travaux cliniques, nous vient alors l'idée de faire des injections de graisse autologues dans les zones où les cordes de Dupuytren ont été curetées chirurgicalement. Ceci dans l'espoir d'améliorer les cicatrices, mais aussi d'empêcher les récidives. Quitte peut-être un jour à traiter en préventif par des injections de graisse au premier stade et au premier signe de la maladie, évitant tout simplement le recours à la chirurgie. C'est pas génial pour les chirurgiens ni pour Elsan, mais c'est tout de même beaucoup mieux pour le patient. Cependant, toute intuition, aussi séduisante soit-elle, doit être soumise aux épreuves de ce que les anglo-saxons appellent l'evidence-based medicine, qui se traduit non pas par la médecine basée sur l'évidence, l'évidence étant une notion très subjective, voire marseillaise, si je veux faire la mauvaise langue d'actualité, mais ça se traduirait plutôt par la médecine basée sur les preuves. Je remercie donc encore une fois l'élan commun d'Elsan et de l'Université de Paris, qui encourage la recherche dans le monde de la médecine libérale, qui est chose rare, l'encouragement, pas la recherche. Et avec enfin une mention toute spéciale pour Madame le Docteur Clouche, qui a su me conseiller et me pousser à soumettre ce projet, dont j'espère pouvoir vous présenter les résultats dans 5 ans. Un grand merci. Également mon petit diplôme à brandir. Pardon, allez-y. Non, je vous en prie, c'était important. Félicitations pour ce diplôme, félicitations pour être notre premier lauréat, Dr Savoya. Merci pour cette présentation très informative, une présentation historique, félicitations. Avant de passer la parole au Dr Clouche pour la partie questions-réponses, on va peut-être pouvoir garder quelques minutes pour poser quelques questions à nos 3 lauréats. Je voudrais peut-être présenter les membres du jury, qui était un jury réellement pluridisciplinaire, pluriprofessionnel. Et donc nous avions la chance d'avoir avec nous dans le jury le docteur Ibrahim Obed, qui est un chirurgien orthopédiste à Bordeaux, le docteur Gilles Kemoun, qui est un spécialiste de médecine physique et de réadaptation, le docteur Marc Sindou, qui est un neurologue qui travaille à Nantes, le professeur Friedlander, qui est donc physiologiste à l'hôpital européen Georges Pompidou, Madame Anne Chantry, qui est sage-femme, et nos 2 collègues de Elsan, Myriam Combe, qui s'occupe de stratégie à Elsan, et le docteur Shahnaz Clouche, qui est donc la responsable de recherche clinique à Elsan. Donc je remercie individuellement chacun des membres de ce jury. Voilà, je donne la parole à Madame Clouche pour la partie questions-réponses. Merci, Dr Blacher. Donc, nous avons en effet reçu quelques questions. Alors, la première est une question posée par le docteur Florin Grécu, chirurgien viscéral et digestif, à Aurillac, l'établissement de Tronquière. Je souhaite recevoir régulièrement des informations sur les projets de recherche proposés ou en cours. Nous avons en fait beaucoup de projets, comme je l'ai dit au moment de la présentation, qui sont en cours et qui sont de promotion soit industrielle, soit institutionnelle, soit à promotion interne. Je pense que la meilleure façon, voilà, de diffuser l'information, c'est de passer par la page web. Donc, nous avons une page recherche clinique qui est dans tous les cas appelée à s'enrichir, et vous avez là déjà une série d'études que nous accompagnons. Et puis évidemment, contactez-moi
par mail et contacter notre équipe de recherche et vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Une autre question concernant l'accompagnement des praticiens pour développer ou poursuivre leur activité de recherche. Alors, nous avons plusieurs moyens de soutenir et d'accompagner les praticiens. D'abord, donc la campagne d'appel à projet que nous organisions 2 fois par an, avec donc un soutien méthodologique et une aide avant même la soumission pour que les projets soient retenus. Et une fois les projets retenus, nous travaillons avec des prestataires donc référencés chez nous pour vous accompagner donc tout le long de l'étude. Nous avons donc là le trophée Elsan Université de Paris que nous espérons reconduire. Ensuite, ce que nous avons aussi, ce sont des études que nous pouvons vous proposer. Soit c'est des études sur lesquelles nous sommes promoteurs, c'est le cas là pour tout dernièrement, nous avons mis en place des études concernant le Covid, notamment l'étude Covelec que nous allons mener avec la société C'est Bien. L'idée étant de rechercher les facteurs d'aggravation chez les patients hospitalisés pour une suspicion ou une confirmation du Covid. Et donc, c'est un travail qui sera axé sur l'électrophorèse des protéines. Ensuite, nous avons tous ces projets qu'on nous propose dans le cas toujours du Covid. Donc, nous avons des études avec la PHP, la PHM, le CHU de Bordeaux. Et donc, tout cela, notre direction de la recherche le centralise et revient vers vous pour vous proposer ces études. Et ensuite, évidemment, nous sommes totalement à l'écoute de tous, dans toutes les spécialités, pour justement vous accompagner, vous aider à structurer vos travaux. Alors, donc quelles autres études nous menons? Donc, ce sont des études, donc comme je viens de l'expliquer, donc à promotion diverses. Donc, pour plus de détails, sachant que nous avons plus de 340 études en cours, le mieux serait évidemment de nous contacter par mail et vous aurez tout le détail et puis de vous rendre sur la page de la recherche clinique. Comment l'équipe de recherche est organisée? Donc, au sein de la direction. Moi personnellement, je suis médecin méthodologiste, biostatisticienne, et donc je suis là pour répondre à vos questions. Nous avons donc Johanna Mimouni qui est donc responsable de la recherche, qui est donc qui était donc chef de projet senior à l'hôpital. Nous avons Badr Swiri qui se charge de la gestion notamment des dotations mairie et des reversements des subventions pour donc la partie auteur, investigateur. Et puis récemment, donc Yassir Swiri, qui est également responsable de recherche, qui est également sur la gestion des dotations mairie et sur les relations avec les chercheurs. Donc je ne vois pas d'autres questions. Donc je vous remercie encore une fois tous d'avoir suivi ce live et je remercie les chercheurs également, le jury, chaque membre du jury d'avoir donc participé et d'avoir apporté toute leur expertise dans ce trophée. Je passe la parole au professeur Friedlander. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, c'était une heure de régal. De régal parce que moi j'ai rarement vu, et Dieu sait que j'en ai vu un certain nombre, des porteurs de projets expliquer avec autant de talent ce qu'ils vont faire. Ils donnent envie, et c'est la première des qualités, donner envie, parce que donner envie, c'est donner confiance à des patients, donner envie à des plus jeunes collaborateurs, et on voit bien que ce sont des personnes qui peuvent faire école. Et donc, je me suis régalé et je suis sûr que vous vous êtes régalé aussi. Ce premier épisode, cette première des trophées Elsan Université de Paris, de mon point de vue, est un réel succès. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que cela recommence. Je vous donne rendez-vous
la semaine prochaine, et puis la semaine d'après pour suivre maintenant les projets, et puis l'année prochaine pour la prochaine édition, et le mot de la fin revient au docteur Thierry Chiche. Gérard, tu es très gentil de m'avoir crédité d'un titre que je ne mérite pas encore. Alors, je n'ai pas soumis ma thèse, même si j'ai fait quelques études scientifiques. Non, merci à toutes et à tous. Moi, à titre personnel, j'avoue que j'ai hâte, comme Gérard et comme tous, je crois, de pouvoir partager les résultats de ces projets, parce que ce sont effectivement des projets passionnants, avec un impact réel sur le soin et sur la vie des patients ou des soignants. Et donc, je dois dire que ces projets ont stimulé mon impatience, un peu maladive par ailleurs, mais pour voir les résultats, partager ces résultats, parce que c'est absolument passionnant. Encore une fois, merci à toutes et à tous de votre présence et à cette belle cérémonie virtuelle. Et puis donc, puisque Gérard est d'accord, rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine pour le deuxième trophée de recherche ELSAN Université de Paris. Voilà, donc on est ravis, nous sommes ravis. Merci encore, merci et bonne journée.